Bonjour à tous et bienvenue au 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes réunis aujourd'hui à Strasbourg pour parler du photovoltaïque et de sa mise en adéquation avec le droit rural. Et pour ce faire, je suis accompagnée de monsieur Alain Renson. Bonjour monsieur. Vous êtes président de la commission agricole. Cécile Monnier, avocat spécialisé dans l'agricole et membre de la commission technique de l'UNECA. Bonjour. Bonjour Cécile. Et monsieur Augereau, expert comptable spécialisé dans l'agricole et vice-président de l'UNECA. Alors justement, Olivier Augereau, présentez-nous l'UNECA, c'est quoi exactement ? Alors l'UNECA est une association, loi 1901, qui regroupe les confrères et les consoeurs qui se sont spécialisés sur l'activité agricole. Et c'est une association qui est assez ancienne, qui s'est faite à l'initiative d'un certain nombre de confrères qui ne trouvaient pas dans le Conseil supérieur dans les années 70 une commission agricole qui aujourd'hui existe. Et cette association, elle a pour vocation de créer des supports de formation pour animer des séminaires pour donc ses adhérents et tous les confrères et consoeurs qui s'intéressent au monde agricole. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Renson, on est là donc pour parler du photovoltaïque. Et alors, est-ce que le photovoltaïque, il peut compenser la baisse de revenus agricoles ? Alors, effectivement, là, depuis quelques années, dans le monde agricole, on est confronté à des variations de résultats très importantes, en fait, des baisses, des hausses, mais malheureusement plutôt pas mal de baisses. Le photovoltaïque, en fait, c'est avoir des installations, avoir des recettes garanties par des contrats qui ont une durée de 20 ans. Effectivement, donc ça peut permettre de compenser en fait la baisse des revenus agricoles. Bon, ceci étant, c'est pas une panacée. Une exploitation agricole qui produit des céréales, son objectif premier, donc, c'est de produire des céréales. Il faut pas qu'elle se transforme en usine de production d'électricité, quoi, en fait. Alors, à l'occasion d'un investissement, pourquoi pas donc étudier l'aspect technique du bâtiment et également pourquoi pas donc mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ça peut apporter un plus à l'entreprise en termes de recettes. Ceci étant, faut pas rêver, c'est pas une panacée. En sachant en plus que l'investissement est un investissement qui est assez lourd. Hein, le coût des panneaux, de l'installation, de l'entretien aussi et de la maintenance en fait du système, donc a un coût. Et la rentabilité qui est dégagée en fait par ces nouveaux systèmes, c'est une rentabilité sur une période assez longue en fait. Hein. Donc c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que c'est rentable ou pas rentable ? C'est rentable, mais effectivement, ça ne pourra pas compenser la baisse du litre de lait en fait qui se perd très très vite malheureusement en fait. Je prends le lait, mais ça peut être d'autres produits. C'est rentable à long terme. Voilà. Donc prudence dans la décision d'investissement. Alors Olivier Augereau, la vente de l'électricité des panneaux photovoltaïques, c'est un revenu commercial. Mais est-ce que les agriculteurs ont la possibilité de les déclarer avec leurs revenus agricoles ? Oui, vous avez effectivement souligné le fait que cette activité n'était pas une activité agricole, c'était une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui devrait donc faire l'objet d'une déclaration spécifique. Mais le législateur a voulu introduire un dispositif de rattachement aux bénéfices agricoles, dans un esprit de simplicité, de simplification du formalisme, mais ce dispositif est conditionnel, et donc c'est l'article 75A du Code général des impôts qui en définit les conditions. Alors il y a 3 conditions à remplir en fait. D'abord, pour pouvoir rattacher aux bénéfices agricoles, faut que l'exploitant évidemment soit au bénéfice agricole et selon un régime du réel. Et puis ensuite, il y a des seuils de rattachement. On ne peut rattacher les recettes issues de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque aux bénéfices agricoles que dans la plus petite des 2 limites, 100 000 euros et 50% des recettes TTC issues de l'activité agricole de l'entrepreneur au titre de l'année civile qui précède la date d'ouverture de l'exercice. Ceci est un petit peu compliqué, mais c'est notre job, je dirais, quotidien que de le pratiquer. Alors par contre, il y a une précision importante, c'est que ce seuil doit inclure les autres activités BIC, BNC non photovoltaïques de l'exploitation. Une ferme auberge, un gîte rural, rentre en plus des recettes photovoltaïques pour l'appréciation de ce seuil. D'accord. Est-ce qu'il y a des restrictions, Cécile Monnier ? Oui, effectivement, le législateur a décidé que par souci de simplification,
ces revenus de nature commerciale pourraient être déclarés avec les bénéfices agricoles. Néanmoins, il n'a pas souhaité que ces revenus-là bénéficient de la totalité des particularités du régime des bénéfices agricoles. Et certains mécanismes spécifiques à ce régime des bénéfices agricoles vont être exclus pour les revenus qui proviennent de cette activité de vente d'électricité. Donc pour ces revenus-là, on n'aura par exemple pas la possibilité de bénéficier de l'abattement réservé aux jeunes agriculteurs. Un abattement fiscal de 50%, voire de 100% sur une certaine période. Si le revenu agricole déclaré comporte une partie qui provient de la vente d'électricité et qui à l'origine est une partie commerciale, sur cette partie-là, on n'aura pas le droit de pratiquer cet abattement. Autre mécanisme spécifique aux bénéfices agricoles qui n'est pas applicable, c'est un mécanisme de déduction fiscale, la déduction pour investissement, dont le montant est proportionnel aux bénéfices. Et là, même chose, pour calculer ce montant de déduction, on va faire abstraction de ces revenus qui, à l'origine, sont commerciaux. Et puis enfin, il y a des règles particulières, des limitations particulières de la possibilité d'imputer les déficits qui proviendraient éventuellement de cette activité. Alors le but du jeu n'est pas de perdre de l'argent, évidemment. Si jamais ça arrive, ce sont des investissements lourds et puis il y a une part quand même d'aléas. Si jamais ça arrive, ce déficit provenant de la vente d'électricité ne pourra pas venir diminuer les autres revenus imposables du contribuable, ne pourra pas s'imputer sur son revenu global. Donc on ne pourra pas utiliser ce mécanisme-là pour arranger son montant global d'impôt. Et alors qu'est-ce qu'il en est de l'amortissement des installations ? Alors pour la dotation aux amortissements, les fabricants de panneaux photovoltaïques donnent à peu près une déperdition de production entre 5 et 10% au bout de 25 à 30 ans. Et sur l'onduleur qui convertit le courant continu en courant alternatif, les fabricants donnent les premières pannes à un horizon de 10 ans. Voilà pour, je dirais, l'amortissement lié à l'utilisation, sur la durée d'utilisation du bien. Fiscalement, les biens photovoltaïques rentrent dans les dispositifs éligibles à l'amortissement exceptionnel sur 12 mois pour les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011. Donc c'est encore quelques mois, en espérant peut-être que le législateur reconduise ce dispositif, mais pour l'instant c'est limité au 1er janvier 2011. Très bien. Et alors la rentabilité, est-ce qu'elle peut baisser s'il y a modification des textes ? Oui, effectivement, le principe du système, en fait, il y a quand même à la base donc une incitation du pouvoir public donc pour à la production d'énergie propre, en fait, donc d'électricité propre. Et c'est pourquoi donc ces investissements qui sont lourds, en contrepartie de l'investissement lourd, donc de l'engagement financier important, il y a un contrat qui est passé entre l'agriculteur et effectivement l'acheteur en fait de courant. En fait, là. Ce sont des contrats qui ont duré de 20 EDF. ans. EDF, pour ne pas le nommer. EDF, pour l'instant, ça pourrait être un autre par la suite, mais c'est EDF pour l'instant. L'intérêt de ces contrats, c'est que les quantités vendues sont illimitées, et par contre le prix unitaire donc est fixé. Voilà. Donc c'est ce qui est extrêmement important quand on passe sur une perspective de 15 ans, 20 ans en fait. Donc ça. Alors, qu'en est-il de l'évolution ? C'est sûr qu'on a vu depuis quelques années donc une baisse en fait du prix de vente du kilowattheure. Qu'en est-il par la suite ? On ne sait pas en fait ça. Donc, il est sûr qu'il y a peut-être un risque en fait. Ceci étant, quand on parle d'investissement de rentabilité, il y a le produit d'un côté et on a la dépense de l'autre en fait. L'amortissement dont parlait M. Augereau, à savoir le prix de l'installation en fait là. Qui s'amortit une certaine durée, on commence à voir, on aura sans doute par la suite une baisse du prix des installations. Les panneaux photovoltaïques que tout le monde connaît, c'est quelque chose qui est relativement nouveau en France en fait. Là. Il y a de plus en plus de fabricants et mécaniquement, normalement, on doit avoir une baisse de l'outil de production en fait. Donc, il faut faire une étude au cas par cas et en fonction des conditions contractuelles prévues par les pouvoirs publics, donc le jour où on prend une décision d'investissement. Alors, du coup, selon vous, est-ce qu'il faut investir rapidement ou pas ? Comme les coûts d'installation vont sans doute baisser par la suite,
il faut se hâter lentement, quoi, en fait, là. Hein, et il faut vraiment voir au cas par cas, et c'est vrai que notre rôle d'expert comptable, bon, c'est peut-être d'établir des comptes, mais avant tout, c'est d'étudier, en fait, les éléments économiques, en fait, là. Et ça peut être intéressant. Hein, si vous avez un bâtiment qui demande peu d'aménagement, ça peut être intéressant de le faire, et sous réserve que l'entreprise ait également la possibilité de financer l'investissement. Ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Une entreprise qui est déjà fortement endettée, c'est peut-être pas le moment en fait de s'endetter à nouveau pour quelque chose qui est rentable, mais sur du long terme. En fait. C'est vraiment du cas par cas en définitive. C'est du cas par cas, mais ça fait partie de notre mission de conseil en fait. Là. Alors, il y a quand même un paramètre extrêmement important, c'est combien on va vendre le kilowattheure d'électricité, et ça, effectivement, ça résulte de tarifs réglementés. Et il est vrai qu'il y a eu récemment, et ça va peut-être encore continuer, une baisse assez drastique des conditions pour obtenir le tarif garanti de rachat et des montants auxquels l'opérateur achète le kilowatt. Donc il y a eu une période où le kilowatt était extrêmement élevé en revente à EDF. C'était, on va dire, 2009 jusqu'à fin 2009, courant 2010 encore. Les derniers textes sont beaucoup plus restrictifs, donc c'est un petit peu moins intéressant pour les contrats signés aujourd'hui. L'enjeu, ça va être du coup d'avoir des prix de revient inférieurs pour que ça reste une opération rentable. Donc là, c'est vraiment le rôle du prévisionnel et du conseil qui intervient à plein. Il faut vérifier que même avec une baisse des tarifs, ça reste rentable. Oui, et même on le voit bien en fait dans la pratique, les clients agriculteurs viennent nous voir avec en tête la décision d'investissement, également un document qui est un document établi par les fabricants qu'on leur a communiqué, où là effectivement on voit qu'il y a des recettes, des charges et qu'il y a au final donc un résultat positif en fait. Hein. Donc nous aussi en tant que conseil aux entreprises, donc nous avons un devoir donc d'éclairer en fait le client en vérifiant ces documents qui ne sont pas des engagements contractuels hein, de la part du fabricant de systèmes photovoltaïques. Et bien souvent quand on regarde ces documents, on s'aperçoit qu'au niveau des produits, bon globalement ça fonctionne assez bien, donc le prix étant fixé, donc il n'y a pas trop de problème. Il faut quand même vérifier que les conditions d'installation en fait et l'orientation donc des toits sont correctes par rapport à la réalité. Par contre, on s'aperçoit qu'au niveau des charges, bien souvent quelques charges, les charges d'entretien, la CET, l'ex-taxe professionnelle en fait liée à l'installation, ce n'est pas pris en compte dans les charges. Donc bien souvent la mariée est moins belle que cela est présenté en fait. Hein. Donc notre rôle c'est de bien vérifier ces comptes de résultats qui sont établis par des techniciens en fait, hein, qui ne sont pas des techniciens de la comptabilité. Et alors sinon concernant les impôts, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux impôts, par rapport à la CET, la taxe foncière? Ah oui, vaste sujet en effet. Donc on a 3 heures. La contribution économique territoriale, donc qui a remplacé la taxe professionnelle. Donc sous cet angle-là, il faut considérer que l'exploitant agricole en fait, qui fait du photovoltaïque par ailleurs, gère 2 établissements. Un établissement agricole, un établissement commercial. L'établissement agricole est expressément exonéré de contribution économique territoriale. C'est l'article 1450 du Code général des impôts. De ce côté-là, pas de souci. Du côté, par contre, de son activité BIC, donc bénéfice industriel commercial, c'est-à-dire producteur d'électricité et vendeur d'électricité d'origine photovoltaïque, eh bien, on est en plein dans le champ de la CET, qui comprend 2 impôts. La contribution foncière des entreprises. Pour autant, le matériel de production d'électricité photovoltaïque ne rentre pas dans l'assiette de cette CFE, donc il sera par définition relativement faible. Et puis la CVAE, qui est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, mais pour, bien qu'on soit dans le champ d'application, pour pouvoir commencer à en payer, il faut avoir un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Donc on peut penser que de ce côté-là également, l'impact sera très faible. Et si le bien est en location, comment ça se passe ? Alors c'est une situation assez fréquente effectivement. Les panneaux sont souvent installés sur des bâtiments agricoles, donc appartenant à une exploitation agricole, et les différentes techniques juridiques qui se développent conduisent à louer en fait la toiture du bâtiment
à une structure ou à une personne qui va installer les panneaux dessus et produire et vendre l'électricité. Et il faut faire attention à ce niveau-là, à ce qui se passe non pas au moment de la conclusion de ce bail, mais au moment de son dénouement, parce que il peut y avoir des conséquences fiscales. C'est en général les baux qu'on rencontre, soit des baux amphithéotiques, je rentre pas dans les explications techniques, mais des baux de très longue durée, à l'issue desquels celui qui était propriétaire du bâtiment va récupérer gratuitement toutes les améliorations qui ont été apportées par le locataire. Donc les panneaux photovoltaïques qui vont revenir au propriétaire du bâtiment. Deuxième type de bail qu'on rencontre, c'est le bail à construction qui est un petit peu le même objet. Le locataire s'engage à apporter des améliorations et en fin de bail, elles reviennent au propriétaire. Les deux ont des conséquences fiscales tout à fait différentes. Et au moment où le bail va se dénouer et où les panneaux vont revenir gratuitement au propriétaire du bâtiment, si on est en présence d'un bail amphithéotique, la valeur des panneaux à ce moment-là va constituer pour le propriétaire un revenu taxable, va constituer un revenu foncier comme l'équivalent d'un loyer. Alors que si on est en bail à construction, il y a un mécanisme fiscal spécifique qui permet d'avoir une exonération de ce revenu foncier à condition que le bail ait duré au moins 30 ans. C'est rarement le cas pour les baux conclus à propos de panneaux photovoltaïques, parce que les contrats avec EDF ont une durée de 20 ans. Généralement, les baux eux-mêmes ont une durée de 20 ans ou 22 ans. Donc attention au dénouement du contrat. Si le propriétaire récupère gratuitement les panneaux photovoltaïques, il va y avoir un coût fiscal pour lui potentiellement assez élevé. C'est à mesurer aussi le plus possible dès le départ en amont pour intégrer ça dans le calcul de la rentabilité. Et cette activité de production relève de quel régime social ? Alors c'est une activité de production d'électricité, on l'a dit, c'est une activité commerciale. Donc elle relève du régime social des indépendants, du régime des non-agricoles. Ce qui, et c'est un peu notre thématique, va entraîner une conséquence quand c'est un exploitant agricole qui développe cette activité, il va être ce qu'on appelle pluriactif, c'est-à-dire rattaché d'un côté au régime social agricole, à la mutualité sociale agricole, et de l'autre côté au régime non agricole, au régime des indépendants. Ça va entraîner pour lui des possibilités d'être rattaché à un seul des deux régimes, selon quelle est son activité principale. Tout ça est très technique, ça se mesure avec les revenus dégagés par chacune des deux branches. Ce qu'il faut en tout cas garder en tête comme conseil de prudence, c'est de toujours faire attention, si on doit passer par exemple par une structure à l'impôt sur les sociétés pour la partie commerciale, de toujours faire attention à bien fixer des rémunérations, à bien fixer des bases qui vont être des bases compatibles avec le régime social agricole. Ne pas se référer uniquement aux règles du régime commercial parce que les deux activités vont, dans la plupart des cas, être regroupées sous un seul régime, celui de l'activité principale. Et on va prendre en application pour ce revenu commercial toutes les règles de la législation sociale agricole qui sont parfois un petit peu surprenantes, y compris pour des personnes qui ont une grande habitude du régime non agricole. Il y a vraiment des spécificités et vraiment des pièges. Donc il faut aussi gérer cet aspect social dès le début et voir à quelle sauce on va être mangé sur le montant des cotisations. En tout cas, c'est pas une activité qui échappe à toute cotisation ou à toute contribution sociale, c'est évident. Et surtout, donc effectivement, bien mettre une rémunération dans la structure SRL, par exemple, qui va gérer le photovoltaïque, de sorte que la MSA, si c'est le régime unique après, n'aille pas chercher des cotisations sur les dividendes qui seraient versés dans cette société. En tout cas, merci beaucoup, parce que tel des panneaux solaires, vous avez éclairé notre lanterne sur le photovoltaïque. Merci beaucoup, Monsieur Renesson, Madame Monnier, Monsieur Augereau. Et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci.